Bonjour à vous, on se retrouve pour cette 4e et avant-dernière vidéo de la série que j'ai lancée Ondes et 5G versus santé dans le cadre de la sortie du livre de Florence Rolando, Les ondes, la 5G et notre santé, disponible aux éditions Exuvie. Aujourd'hui, je vous propose un entretien que j'ai réalisé avec deux spécialistes des ondes électromagnétiques et des ondes au sens large, qui sont des experts, qui donnent des diagnostics sur des lieux précis où il y a des interactions d'ondes avec des outils d'évaluation, des choses très physiques, très biologiques, très scientifiques. Et donc voilà, pour y voir un peu plus clair, donc c'est plusieurs dizaines de minutes d'entretien pour comprendre un peu mieux ce phénomène d'électromagnétisme. Je vous invite en commentaire à poser vos questions, à réagir avec la vidéo. On fera une synthèse de toutes ces questions-là et je transmettrai les informations à Florence, l'auteur, dans le cadre d'un live Facebook qui aura lieu le jeudi 20 février sur la page Facebook des éditions Exuvie que vous retrouverez en lien. Et en attendant tout cela, je vous souhaite un bon visionnage. Eh bien, Anne et Igor, merci d'accepter cet échange, cet entretien, qui est dans le cadre de la sortie du livre de Florence Rolando, Les ondes, la 5G et notre santé. Alors, l'occasion est donnée, en dehors des témoignages, des rapports de médecins, de faire un petit peu un état des lieux de ce qui se passe au niveau des ondes, puisque vous représentez l'école française de géobiologie. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous laisse vous présenter individuellement, puis présenter l'école également. Alors tout d'abord, merci beaucoup Fabien de nous recevoir. Mais évidemment, c'est un grand plaisir de participer à ce projet et au milieu de toutes les activités que tu mènes. Et effectivement, c'est, je pense, intéressant de présenter la grille de lecture de l'école française de géobiologie et des géobiologues en fait. Voilà. Donc, alors je me présente rapidement, puis je vais transmettre le micro à Anne après. Donc, je suis géobiologue professionnel depuis 6 ans maintenant. Également, depuis peu de temps, directeur de l'école française de géobiologie, donc dont le site principal est à Mérignac. J'ai aussi une formation en parallèle de naturopathe également, et j'interviens aussi de temps en temps pour faire des études d'analyse Feng Shui également. Voilà, mais essentiellement géobiologue. Oui, donc à moi de me présenter. Bonjour Fabien, merci aussi de nous recevoir. Donc moi, je suis aussi géobiologue, mais plus récemment que Igor, puisque j'étais formé cette année par l'école française de géobiologie à Mérignac. Donc j'ai eu Igor comme professeur, et j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir intervenir au sein des formateurs aussi de l'école française de géobiologie, où les modules vont démarrer en début d'année, puisque c'est une école qui se veut école française de géobiologie scientifique, avec des modules... c'est basé sur 6 modules d'enseignement, avec des intervenants qui sont tous des gens de niveau, je dirais, d'un niveau d'études assez élevé. On a des ingénieurs radars, on a des ingénieurs chimistes, on a des informaticiens aussi, on a des naturopathes, etc. Moi, je vais intervenir parce que je suis spécialisée dans les ondes, mais les ondes mécaniques, puisque je suis spécialisée dans le domaine du bruit et des vibrations. J'ai un cabinet depuis 2007, donc j'exerce depuis un peu plus de 10 ans. Et j'interviens aussi, je suis expert aussi au niveau des tribunaux de Toulouse et de Bordeaux. Donc dans les ondes mécaniques, qui ont forcément des similitudes aussi avec les ondes électromagnétiques dont on va parler. Voilà, donc effectivement, l'impact des ondes électromagnétiques et leur évolution m'intéresse beaucoup. Alors moi, quand on a échangé, Anne, puisqu'on se connaît, oui, depuis une bonne année, oui, c'est que l'école française de géobiologie, elle a un aspect essentiellement scientifique, c'est-à-dire c'est la mesure et du pragmatisme, parce que c'est vrai que quand on dit géobiologie, on dit « oh là là, attention, c'est ésotérique, ça part dans tous les côtés », parce qu'il y a à boire et à manger comme dans tout domaine, comme la naturopathie, comme dans plein de choses. Et donc là, l'école française de géobiologie, c'est se baser essentiellement sur une approche pragmatique, des études, des outils de mesure, des recoupements, et pas d'aller sur du dogmatisme ou de l'idéologie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va plutôt voir, si l'approche des gens soit tout dévoilée, que c'est pas si simple que ça y paraît, que c'est pas blanc ou noir. Alors c'est vrai qu'on a une approche de la géobiologie qui est particulière. Notre but à l'école française de géobiologie, c'est de former des professionnels, donc des gens qui interviennent dans le cadre d'un protocole qui soit défini, structuré, avec des outils identifiés, dont certains sont des outils techniques et scientifiques qui sont utilisés par ailleurs, ou professionnels ou semi-professionnels au minimum. On n'a pas de jugement en tant que tel sur la géobiologie en général. Il y a de multiples façons en fait de pratiquer la géobiologie. Par exemple, il y a des gens qui sont spécialisés sur ce qu'on appelle la géobiologie sacrée,
la façon dont sont construites, ou ont été construites les églises, etc. Et c'est tout à fait respectable. Mais c'est vrai que nous pensons qu'il n'y a pas beaucoup de moyens en fait de vivre de la géobiologie comme un métier. Ça ne peut être que de la géobiologie professionnelle et donc forcément qui obéit à un certain cadre, à une certaine structure avec certains outils qui sont reconnus. Voilà. Alors, les outils qu'on utilise notamment, on en parlera tout à l'heure, mais pour mesurer les ondes électromagnétiques, ne sont pas les seuls que l'on utilise, mais à chaque fois qu'on peut utiliser des outils scientifiquement valides, si vous voulez, évidemment, on va privilégier cet aspect-là. Voilà, c'est évidemment tout à fait important pour nous de rester là-dessus. Alors oui, parce que toi tu disais que tu interviens beaucoup avec les tribunaux pour des audits, donc tout l'aspect législatif, réglementaire et protocolaire, on va dire, tu le connais. Et là, on va naviguer un petit peu, il y a des no man's land, on va dire, dans les ondes électromagnétiques, et l'apparition de la 5G en 2020 pose une grande question, parce qu'il n'y a pas eu vraiment un moratoire, ou alors d'études poussées, on va dire indépendantes, et puis une période d'essai sur le règne vivant, pour voir ce qu'il en était. Alors vous, dans votre expérience très pratique, par qui vous êtes appelé? Qu'est-ce que vous constatez? Quels sont les témoignages? Quelles sont les mesures en place que vous pouvez prendre? Et, concrètement, quel est le travail et l'implication d'un géobiologue? Pourquoi il est appelé et quelles sont ses expertises possibles? Alors, il faut bien préciser qu'on travaille dans le monde de l'invisible. Donc ça, c'est vraiment important à dire, même si ça paraît évident. Et du coup, comme on travaille dans le monde de l'invisible, du non palpable, de l'intangible, effectivement, ça laisse la porte ouverte à beaucoup de charlatanisme et de personnes qui font ça de façon pas très professionnelle. L'EFG, l'École française de géobiologie, que représente Igor, effectivement donne un cadre, un protocole d'investigation des lieux, qui est basé effectivement où on va, dans un premier temps, bien sûr, écouter le ressenti des personnes. Ça, c'est très important d'écouter, parce que souvent on intervient chez des gens qui sont en souffrance. En souffrance, voilà. Par contre, on ne connaît pas la cause encore, mais s'ils nous appellent, c'est qu'ils sont en souffrance, un mal-être chez eux, ils ressentent quelque chose. Donc ça, c'est important de les écouter pour essayer d'avoir des pistes, d'essayer de détecter les causes. Et ensuite, on va faire un diagnostic. Donc un diagnostic très protocolaire avec des instruments de mesure. Alors, en diagnostic, puisque la géobiologie scientifique qu'on enseigne, en tout cas l'EFG, il y a deux grands domaines. Il y a la géologie traditionnelle, qui est l'étude des réseaux géotelluriques, qui sont liés, en fait, qui sont issus des caractéristiques géophysiques de notre Terre, du noyau interne en fusion, du manteau en fusion. Donc on a ce qu'on appelle les réseaux Curie, les réseaux Hartmann, les réseaux Perret, etc., qui sont assez connus. Et ensuite, la géobiologie a dû évoluer pour prendre en compte justement ces apparitions de nouveaux rayonnements électromagnétiques, puisqu'on est toujours dans le cadre de rayonnements électromagnétiques, qu'ils soient naturels ou artificiels, donc de prendre en compte tout cet électrosmog qui maintenant nous entoure. Donc pour la géobiologie traditionnelle, on va nous la mesurer avec des outils radiesthésiques, puisque donc on utilise en fait notre corps et notre sensibilité, puisque l'homme est une antenne entre la Terre et le ciel, donc on utilise cet outil et nous on travaille avec l'antenne de l'Escher. Et par contre pour tout ce qui est rayonnement artificiel, donc toutes les ondes électromagnétiques basse fréquence ou haute fréquence, on va travailler avec des appareils de mesure calibrés et qui nous permettent de détecter les intensités qui sont mesurables dans les zones de stationnement durable. Donc principalement, on va travailler au niveau des chambres à coucher, au niveau du salon, au niveau du bureau, des postes de travail quand c'est en industrie, ou bien alors quand c'est dans des zones, par exemple des zones de stabulation en élevage, on va les travailler dans ces zones-là. Voilà, donc on a effectivement un protocole, des outils de mesure, et l'expertise que l'on propose est basée toujours sur ce diagnostic. Ensuite, bien sûr, on va proposer des solutions durables et efficaces qui peuvent passer par l'évitement des zones géopathogènes, donc déplacement du lit par exemple, ou déplacement d'une chaise, et qui va aussi passer par, des conseils en termes de sobriété électromagnétique. Chez nous, c'est facile de le faire, il y a des systèmes qui existent, qui ont été testés par des enseignants de l'EFG, où on va en fait se protéger des niveaux qui rayonnent, donc depuis la source. Alors la première protection, bien sûr, ça va être de jouer sur les durées d'exposition. Donc on va
conseiller aux personnes de réduire leur durée d'exposition, tout simplement par exemple en coupant le Wi-Fi la nuit, en coupant les box la nuit. Et puis après on a des systèmes effectivement que je disais sur des prises ou des systèmes de matériaux, de peinture qui vont venir faire obstacle aux ondes électromagnétiques. Juste pour rebondir un petit peu Fabien sur le début de ta question en fait, ce qui me semble important de préciser, c'est que nous n'avons pas de position idéologique par rapport aux ondes électromagnétiques, de dire que c'est une technologie que nous refusons par rapport à des principes effectivement X ou Y. Notre approche se veut vraiment pragmatique, c'est-à-dire de constater que, par exemple, puisque c'est l'exemple que tu prenais en ce qui concerne le déploiement de la 5G, qu'aucune étude d'impact sanitaire n'a réellement été menée. Donc, on peut estimer qu'effectivement le principe de précaution a été bafoué, en l'occurrence, comme il l'est en matière sanitaire. Évidemment, on voit à longueur de médias les scandales qui s'égrènent les uns après les autres, le Mediator, etc., etc. Donc là aussi, on est dans ce cas-là, on est dans un mépris, en fait, je pense, un petit peu du citoyen par rapport à ce principe de précaution d'ordre sanitaire. Donc c'est important pour nous d'avoir une attitude pragmatique par rapport à ça, parce que ces technologies-là, il ne faut pas oublier que nous en sommes aussi les premiers bénéficiaires, évidemment. Et demandeurs, évidemment. C'est un marché de consommation, donc ce sont des biens que nous consommons, nous en tirons un bénéfice. Mais ce que l'on déplore, c'est qu'effectivement, cette consommation-là ne se fasse pas dans une conscience et dans une connaissance, en tout cas, qui ne soit pas exempte de manipulation et de désinformation. Voilà. Donc ce qu'on essaye de faire, nous, c'est de remettre les personnes dans une situation où elles peuvent être, on va dire, plus autonomes et plus maîtres des informations qu'elles reçoivent et pouvoir juger de ce qu'on leur dit, parce que c'est un impact direct sur leur santé, et de déclencher, avec la pédagogie qu'on essaye de déployer lors de notre protocole, de déclencher une prise de conscience. Voilà, c'est vraiment un effet de prise de conscience qu'on essaye de mettre en avant. Alors comme l'a très bien décrit Anne, évidemment on a un protocole qui est quand même extrêmement structuré, notamment en ce qui concerne les ondes électromagnétiques. Donc on va s'attacher, pour compléter ce que disait Anne encore une fois, à investiguer le côté basse fréquence, notamment sur tout ce qui est courant domestique et toutes les implications, et puis évidemment sur le côté hyperfréquence qui est lié à toutes les technologies sans fil, dont nous sommes, ce que je disais tout à l'heure, en fait les premiers bénéficiaires avec le Wi-Fi, avec les téléphones mobiles, etc. Et à chaque problème d'apporter une solution adaptée. On n'a pas du tout, et c'est ce qui peut se faire par ailleurs, c'est pour ça que je me permets de le dire maintenant, on n'a pas de remède magique, on n'est pas dans le domaine de la magie, on est effectivement dans un domaine d'expertise qui va permettre de serrer les problèmes et d'apporter une solution adaptée à chaque problème. Voilà, ça c'est vraiment fondamental dans notre protocole, c'est ce qui structure notre démarche, qui est une démarche... Rejoint la naturopathie, on est vraiment sur l'étude du terrain de la personne et de son contexte de vie, parce qu'il y a une chose qu'on doit dire d'emblée, c'est que vous, à travers vos cas pratiques, ce que vous recensez comme centaines de cas, c'est que c'est toujours multifactoriel. Ça, je pense que c'est important de le dire, parce qu'il y a plein de personnes qui disent « mais oui, mais la machine, elle a mal à la tête, ou elle a des trucs, mais moi j'ai rien, donc c'est la preuve que c'est elle et c'est pas moi ». Oui, tout à l'heure. Ça, c'est très important, et notamment, on en parlera, je pense, peut-être un petit peu après, pour tout ce qui est syndrome d'intolérance au champ électromagnétique et électro-hypersensibilité. On est sur des choses où, qui sont des problématiques somatiques qui ont été déclenchées, dont on a du mal à faire des liens, en fait, justement, rien qu'avec les ondes électromagnétiques. On sait surtout qu'on constate qu'il y a un moment, il y a un effet de seuil qui fait que les personnes basculent en déclenchant tout un tas de symptômes. En général, le basculement se fait sur des périodes relativement courtes. Alors, est-ce que effectivement, les personnes qui constatent d'être gênées par un téléphone mobile à côté de l'oreille, est-ce que c'est vraiment le téléphone qui a été le déclencheur réellement de ça ? Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes d'hygiène de vie ? Ça peut être naturopathique, ça peut être géobiologique, ça peut être un ensemble de phénomènes dont on ne connaît pas vraiment l'interdépendance. Puis il y a aussi le fait de peut-être avoir minimisé certains symptômes, et puis à un moment donné on s'attache plus à celui-là alors qu'il y avait déjà des éléments observables, objectivables bien avant cela. Parce que du coup, les personnes que vous rencontrez, c'est souvent en bout de course thérapeutique, j'ai envie de dire. C'est essentiellement ça, c'est que, après je passerai à Anne le micro, mais essentiellement ça. On rencontre très souvent, mais le géobiologue de façon générale, et pas que sur les problématiques électromagnétiques,
le géobiologue arrive encore malheureusement en bout de course. C'est-à-dire une fois que les gens ont tourné autour de leurs problèmes pendant des mois, voire des années, finalement, à défaut, on finit par aller voir le géobiologue un petit peu comme on va voir le naturopathe ou le magnétiseur, parce qu'on est dans le même principe. Alors nous, ce qu'on essaye d'expliquer aux gens, c'est de renverser complètement la vision des choses et de dire, on commence par s'occuper de la base. Et pour nous, effectivement, la géobiologie, mais comme la naturopathie pour le corps humain, c'est une base. Et une fois qu'on a traité la base et qu'on a mis les gens en sécurité par rapport à la base, on peut effectivement continuer à travailler efficacement sur le reste. Mais on se retrouve dans des situations où on a pris en fait les choses à l'envers. Et on essaye de remettre les choses dans un autre. Et puis là, tu pourras rebondir dessus, Anne, c'est qu'il y a aussi une dimension, pas seulement d'action, mais de prévention. C'est que là, ce qu'on essaye de faire là, ensemble sur cet entretien, c'est de faire acte de prévention, de pédagogie pour déclencher des volontés de s'intéresser et de connaître l'environnement dans lequel on évolue. Tout à fait, comme l'a dit Igor, nous, notre objectif, et on est content lorsqu'on y arrive auprès de la clientèle, c'est vraiment de la prise de conscience. C'est la prise de conscience de ces phénomènes qui sont invisibles, de leur montrer par la mesure, par les investigations techniques, voilà, vous avez tant de volts par mètre, par exemple, au niveau de votre tête, essayez de le réduire. Regardez, si on éteint ci, si on éteint ça, à quel niveau on va baisser. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les ondes électromagnétiques, c'est une agression physique. On a d'autres agressions, on sait, qui vont nuire, qui vont avoir des effets sanitaires sur notre santé. C'est toutes les agressions de notre milieu de vie, au niveau de l'eau, au niveau de l'air, au niveau du sol et du sous-sol. Là, les ondes électromagnétiques, on est sur de l'agression physique, et comme toutes les agressions et tous les polluants, je dirais, leurs effets sanitaires vont être fonction des durées d'exposition, il ne faut pas oublier, et de leur intensité. Nous, on va pouvoir travailler sur les deux niveaux. On va travailler sur les durées d'exposition en expliquant aux gens que, certes, ils ont un niveau qui est très élevé au niveau de leur tête, mais au moins s'ils peuvent se mettre en zone en protection pendant la nuit, pendant les 8 heures de leur nuit, les 6 ou 8 heures où ils dorment, c'est déjà très bien, parce que c'est un tiers quand même de notre vie qu'on passe dans le lit. Donc nous, on investigue beaucoup effectivement les chambres à coucher au niveau des réseaux géopathogènes, bien sûr. Éviter, on n'en a pas beaucoup parlé, parce que c'est pas trop le propos, mais on sait qu'on a des points, ce qu'on appelle des points étoiles ou des points cancer, entre guillemets, qui sont liés à l'activité naturelle de la Terre. Et en plus, on se rajouter... Par exemple, des gaz comme le radon. Alors le radon aussi, qui est effectivement là des phénomènes ionisants. Le radon et les failles souterraines, qui sont là pour le coup des phénomènes ionisants, c'est-à-dire qui vont arracher des électrons en cellules et qui vont créer des radicaux libres, donc là où il y a effectivement après des effets très délétères pour la santé. Ça, on le détecte aussi en géobiologie, puisque tout ce qui est failles, courant souterrain, failles d'eau ou failles sèches, on les détecte, et parce que ce qui se passe, c'est qu'on a des rayonnements gamma qui sont issus du manteau de l'activité du manteau terrestre, de l'activité radioactive, voilà, du manteau terrestre, qui vont percoler par ces failles. Donc on va récupérer du rayonnement. Et ces rayonnements-là, on sait que c'est une dose qu'on va prendre, et comme tu disais, il y a des effets de seuil, c'est des doses une fois qu'on en a pris, c'est comme les capitales santé, au bout d'un moment, c'est la goutte d'eau qui va faire déborder. Voilà. Et on devient après très sensible à ces rayonnements-là. Alors justement, moi je veux dire, pour quelles raisons les gens, quand ils t'appellent, ça va être pour quels symptômes, quel cas? On va dire, est-ce que tu peux faire un petit peu alors c'est surtout un état des lieux. C'est toujours des symptômes fonctionnels, je dirais. Il n'y a pas de lésions physiques ni de lésions visibles, c'est toujours du fonctionnel. Et c'est des gens, en fait, on constate qu'ils sont dans une sorte d'errance médicale, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas trop à qui leur médecin, c'est difficile de reconnaître ces symptômes parce qu'il n'y a pas de grille de diagnostic pour les reconnaître. Donc ils sont en souffrance déjà, ces gens-là. Ils sont dans une forme d'errance médicale, ils sont dans une forme aussi d'isolement, ils s'isolent par rapport à leur profession, par rapport socialement aussi, ils s'isolent, et puis ils vont s'isoler aussi jusqu'à avoir un isolement familial presque, et ils ne savent pas trop vers qui se diriger. Donc c'est vrai que nous, ça arrive, on est appelé, il y a un mal-être, c'est chez nous, ils ne savent pas trop dire, puisque encore une fois, on est dans le monde de l'invisible. Donc nous, on vient avec des outils de mesure et un protocole pour objectiver leurs sensations, et leur proposer ensuite des solutions vraiment durables en leur disant, voilà, ce que j'ai dit, soit on déplace, on met en place des stratégies d'évitement, ou bien alors on vient réduire à la source, ou mettre en place des écrans pour se protéger d'agressions qui peuvent être extérieures,
avec les antennes, relais notamment, ou avec des lignes haute tension sur de la basse fréquence, ou des agressions qui viennent même de chez eux. Souvent, les agressions principales sont chez nous, avec le Wi-Fi, avec la box, avec le four à micro-ondes, avec toute la domotique qu'on peut avoir et tous les objets connectés. Ouais, c'est ça que j'allais vous dire, parce que là, vous vous retrouvez, vous, aujourd'hui, d'un carrefour, en 4-5 ans. C'est que là, on a les box connectées, là, sans faire de pub, là, les Google, les je sais pas quoi, la domotique qui régule tout, le chauffage qui est régulé, du Bluetooth partout, du Wi-Fi partout. Donc en fait, comme tu disais, tu parlais d'électrosmog, même là on voit un vidéoprojecteur, maintenant ils sont connectés en Bluetooth, à dire les montres sont connectées, les casques audio sont connectés. C'est très difficile un petit peu d'y voir clair, et souvent les personnes, quand vous listez un petit peu les éléments qu'elles pourraient avoir chez eux, elles vont en oublier généralement les 3/4, parce que maintenant la plupart des objets sont connectés, quoi. Alors en fait, effectivement, pour aller dans le sens de ce que disait Anne, nous sommes appelés en général quand il y a beaucoup de détresse. Enfin, je disais qu'on arrivait au bout de parcours, en fait. Il y a beaucoup de détresse, et souvent c'est la détresse de l'absence de sens à ce qui est vécu par les personnes. Les personnes vivent comme c'est le cas des personnes électro-hypersensibles, vivent des symptômes ou un syndrome, un ensemble de symptômes qui n'ont pas de sens en fait par rapport à ce que leur disent une grille de lecture médicale ou une corrélation entre les symptômes. Absolument. Donc il y a une grande détresse et notamment alors en plus de la détresse physique qu'il peut avoir, cette détresse d'absence de sens, de savoir pourquoi on vit ces choses-là alors qu'il n'y a aucune raison a priori de les vivre. Donc on est très appelé par rapport à ça. Alors ce que je voudrais dire, et le recul que tu donnes des 4-5 ans dans lequel effectivement, au sein desquels s'est développé toutes ces technologies sans fil et se sont multipliées ces technologies sans fil, correspond pour ma part à l'expérience que j'ai, puisque je pratique la géobiologie professionnellement depuis à peu près 6 ans. Donc j'ai le recul en fait de l'évolution, et en fait je peux constater, pour aller vraiment dans le sens de ce que tu dis, qu'en l'espace de 5-6 ans, les demandes et les symptômes constatés ont considérablement évolué. Moi, je constate maintenant, à titre personnel, pour en avoir parlé avec quelques collègues, on a des chiffres un peu différents, mais le constat global est le même. Pour moi, c'est une expertise sur 3 actuellement. C'est une personne qui a au moins un syndrome d'intolérance au champ électromagnétique, voire une électro-hypersensibilité. 1 sur 3. Ce qui est considérable. Considérable maintenant. Et ça correspond, sans forcément établir de lien de corrélation, mais en tout cas, je constate que ça correspond au déploiement massif de tous ces objets connectés, en fait. Et pour refaire un petit historique qui est toujours intéressant pour la compréhension de ce phénomène, qui est compliqué à comprendre, puisqu'il est insaisissable, et c'est vrai qu'il n'y a pas de lien de causalité, et on est sur des symptômes qui sont juste fonctionnels, sans grille de lecture médicale. Premier téléphone Motorola, 1985, donc c'est des technologies qui sont très récentes. Le premier iPhone, 2007. Donc et la 4G est apparue en 2011. Donc on est sur des événements quand même très récents. Nous, tu es plus jeune que nous, mais Igor et moi qui avons le même âge, on a eu la chance d'avoir toute notre jeunesse, je dirais, sans ces technologies-là. Mais les enfants qui sont nés à partir des années 85-90, donc les adultes de maintenant, ont vécu ça, même en intra-utérin, même en fœtus. Ils ont déjà vécu ces technologies-là, et ils sont exposés. Tout à l'heure, je disais, la durée d'exposition est très importante dans l'impact sanitaire d'un polluant, et ils sont exposés depuis leur conception, je dirais. Donc effectivement, c'est normal qu'aujourd'hui, alors encore une fois, la cause n'est pas encore établie, mais on peut avoir un doute. Parce que la question, est-ce que les ondes électromagnétiques sont la cause des électro-hypersensibilités ? La réponse, c'est peut-être. On ne sait pas aujourd'hui le dire. En tout cas, ce qu'on sait, c'est pour les enfants, la barrière hémato-encéphalique est poreuse. Voilà, on constate, il y a des groupes travaillent dessus, au niveau des instances publiques, notamment l'ANSES, fait des avis et des rapports dessus qui sont récents, qui datent, je crois, le dernier avis a été publié en 2013, sur les hautes fréquences, sur les basses fréquences, donc toutes les lignes... Le courant 50 Hz. Ça serait intéressant que tu développes la différence que le grand public entre basse et haute fréquence. Basse fréquence, haute fréquence. Fréquence, elle va correspondre. D'accord. Ça, je pense que c'est intéressant de faire de la pédagogie là-dessus. Alors, on est dans l'onde électromagnétique. En fait, c'est une représentation d'une énergie qui est... Alors, parce que soit on le regarde par l'aspect ondulatoire, soit par l'aspect corpusculaire. Par l'aspect ondulatoire, on parle effectivement d'ondes électromagnétiques, mais c'est une représentation d'un photon, en fait, d'une énergie qui est diffusée par un photon. Qui a comme support le vide ou un matériau. Voilà, ça peut se propager dans le vide, contrairement à l'onde mécanique du bruit qui, elle, se propage que sur un support physique, l'air ou l'eau ou autre chose.
Dans le spectre électromagnétique, qui est très large, des ondes électromagnétiques, ça va de 0 Hz jusqu'à 10 puissance 16 ou 17 ou 18 Hz. On a les ondes, ce qu'on appelle basse fréquence, qui sont en fait émises par tout le réseau 50 Hz, notre réseau domestique. Donc ça va de la production des centrales nucléaires ou des centrales hydroélectriques, de la transformation, des postes de transformation, le transport sur des lignes, puisqu'on sait qu'on transporte en haute tension parce qu'il y a moins de pertes en ligne. Donc on a des soucis avec les lignes à partir de 25 000, enfin des soucis. On estime que c'est impactant dans l'environnement à partir de 25 000 volts. On a du 25 000, du 125, du 220 et du 440 000 volts. Ensuite, on a les postes de transformation et ensuite, ça arrive chez nous dans la maison. Donc ensuite, on a le courant domestique. Donc ça, c'est tout ce qui est basse fréquence. En gros, nous, on l'estime entre 1 Hz jusqu'à 10 à 100 kHz, à peu près. Ensuite, on passe sur de la haute fréquence, donc ça va de 100 kHz ça peut aller jusqu'à 300 GHz. Ça, c'est lié à tout ce qui est toute l'activité humaine et tout le développement des technologies sans fil. Les Wi-Fi, les Bluetooth, bien sûr la téléphonie mobile. Ça, c'est ce qu'on appelle les hautes fréquences. 300 GHz, c'est donc des fréquences très élevées. Ça correspond, si on le traduit en longueur d'onde, donc il faut prendre la célérité, c'est la vitesse de la lumière, 300 000 km à l'heure. C'est des fréquences, c'est des longueurs d'onde qui vont être millimétriques. 300 GHz, c'est 1 mm de longueur d'onde. Donc c'est des toutes petites longueurs d'onde qui viennent nous impacter, qui elles sont moins pénétrantes, mais où on peut avoir des effets thermiques. Voilà. Pour répondre à ta question. Et après, au-delà des 300 GHz, après on va retrouver donc le spectre qui est visible, qui est les seules longueurs d'onde qui sont visibles dans tout ce spectre électromagnétique, donc c'est la lumière en fait. Et au-delà de la lumière, on va être sur des phénomènes ionisants, des rayonnements gamma et des rayons X. Et concrètement, la fréquence ondulatoire entre la 4 Hz, la 4G et la 5G. Alors en fait, je vais répondre à ta question, mais juste par rapport à ce que disait Anne, c'est intéressant. Il y a une image qui me semble assez parlante en fait par rapport à ça. C'est que donc donc il y a une énergie qui est portée par l'onde électromagnétique et que le fait que ça soit alternatif, c'est-à-dire que depuis Nikola Tesla, nous utilisons un courant qui est dit alternatif pour différentes raisons techniques. On a un effet en fait stroboscopique, c'est-à-dire que imaginez que vous êtes dans une pièce, qu'on éteigne pour vos yeux, qu'on éteigne la lumière 50 fois en une seconde. Ça serait effectivement 50 fois dans la seconde, vous seriez obligé d'accommoder en fait votre vue à la lumière, puis à l'ombre, puis à la lumière, puis à l'ombre. Ça serait donc effectivement, le corps doit fournir une énergie particulière, doit aller puiser une énergie pour s'adapter, adaptative. Quand on est de l'ordre ce qu'on appelle des hyperfréquences, par exemple de l'ordre, on parlera peut-être un petit peu tout à l'heure de la téléphonie mobile, mais sur la 4G par exemple, on va être dans de l'ordre du gigahertz. Le gigahertz, l'unité, donc hertz et le préfixe giga, veut dire milliard. Ça veut dire que si on prend la même comparaison, la même image, vous êtes dans la pièce et que vous êtes sur des fréquences par exemple de 3 gigahertz, ça veut dire que vous allez devoir accommoder votre vue en une seconde 3 milliards de fois. Fermer, ouvrir les yeux, ouvrir, fermer, ouvrir 3 milliards de fois dans la seconde. Donc l'effort adaptatif qui est demandé effectivement dans ce cadre-là au corps, à l'énergie, au corps physique mais au corps énergétique, évidemment est considérable. Et vous multipliez ça par le bain dans lequel on est, qu'on appelle l'électrosmog, et vous comprenez effectivement, on peut imaginer l'absorption que le corps subit en fait à des rythmes complètement fous. Oui, parce que c'est ça qu'il faut dire, je pense que c'est l'hyperstimulation permanente à des doses massives, on peut le dire, qui conduit à un épuisement du système nerveux, quoi qu'il en soit, et puis après ça crée une porte d'entrée pour tout un tas de phénomènes, que ce soit par l'alimentation, par les ondes électromagnétiques, je veux dire, tous les champs nuisibles possibles que tu as détaillés au début, par l'eau, par l'air, se trouve favorisé. Le corps humain, alors on dit le corps humain, chez nous on a plutôt tendance à dire les corps humains parce qu'il y a un corps physique, mais on sait qu'il y a des corps énergétiques. Nous savons bien que l'homme est une machine électromagnétique avant tout. Avant d'être une usine chimique, on est une machine électromagnétique. Donc bien sûr que toutes nos cellules fonctionnent notamment entre elles. Je ne parle même pas au niveau chromosomique, etc. Mais au moins les cellules, on sait, par le biais des canaux ioniques, etc., fonctionnent grâce à l'électricité, enfin au champ électromagnétique aussi. Donc l'équilibre reste relativement fragile, bien que le corps soit une machine formidable, solide. Il y a 100 000 milliards de cellules qui vivent normalement en harmonie ensemble, qui fonctionnent aussi avec l'électricité.
de nature continue, puisque l'électricité naturelle est nature continue et pas alternative comme l'artificiel l'est. On peut imaginer effectivement toutes les perturbations, et notamment du système nerveux. Souvent, les cas qu'on constate de désordre, d'intolérance au champ électromagnétique sont avant tout des attaques du système nerveux central, voire périphérique. C'est essentiellement des désordres neurologiques en fait qu'on constate, alors avec une gamme qui est très importante. Mais voilà, en fait, c'est vraiment au cœur de ces syndromes-là, c'est le désordre du système nerveux. Donc voilà, on est en plein dans ce sujet-là, bien que le fait, effectivement, que tu soulignais, le fait que ce soit multifactoriel est une évidence. Voilà, c'est bien pour ça que la problématique est complexe, et notamment la preuve de la corrélation est difficile à établir. Donc depuis l'OMS, Organisation mondiale de la santé, depuis 2002, a positionné l'impact des champs électromagnétiques au tableau au niveau 2B, cancérogène probable. Voilà, depuis 2002. Donc ça, c'est établi de manière internationale, on le sait. Depuis, il y a eu des études importantes qui ont été menées, dont notamment le rapport sur lequel on s'appuie souvent, qui est le rapport Bioinitiative. Alors, il y a eu plusieurs versions. Je crois qu'il y en a une en 2003, me semble-t-il, une première. Et la deuxième en 2012, qui a regroupé un peu moins de 2000 études indépendantes, qui montraient des liens de corrélation fortes entre exposition aux champs électromagnétiques basse fréquence et hyperfréquence et développement de cancer du sang, leucémie aiguë, et de certaines formes de tumeurs du cerveau pour les enfants, notamment les femmes enceintes. Voilà. Sachant aussi qu'au passage, je ne l'ai pas dit juste avant, mais qu'il y a eu une très très large étude qui s'appelle l'étude Fechting, en fait, qui a été menée dans les années 70 et 80 en Suède, qui a prouvé sans aucun conteste, et d'ailleurs personne ne la conteste, que la proximité des champs magnétiques basse fréquence, donc proximité des lignes à haute tension, multipliait le risque de développement de leucémie chez les enfants par 2 ou 3 en fonction de la distance. Donc tout ça est connu depuis quand même très très longtemps. Donc voilà, donc on a des éléments quand même substantiels qui prouvent déjà que les champs électromagnétiques induisent des pathologies. Voilà. Alors après, les nouvelles technologies arrivent, on va parler de la 5G, et puis peut-être d'autres technologies qui viendront après. Il faudra continuer à investiguer, mais est-ce que de vraies études indépendantes pourront être menées, financées? Voilà, c'est une question qui se pose. Parce que les enjeux économiques derrière de consommation de ces biens-là et de ces technologies-là sont évidemment très forts. Géostratégique aussi. Et c'est géostratégique, bien entendu. Alors sur les moyens de précaution, par exemple sur le basse fréquence, on va être très attentif là sur le courant domestique, sur par exemple l'endroit où on va poser sa tête de lit. En fait, l'endroit où la personne va poser sa tête pour s'endormir. Et très très souvent, le géobiologue est amené à intervenir sur l'installation des lampes de chevet ou des radios-réveils qui sont branchés donc sur le secteur. Parfois, sans s'en apercevoir, en fait, ces dispositifs-là baignent la tête du dormeur en fait, dans des champs électriques qui sont tout à fait considérables. Pour vous donner un ordre d'idée, bien que les chiffres en eux-mêmes ne sont pas forcément intéressants pour des gens qui n'ont pas de référentiel, mais au moins que vous voyez la différence, c'est qu'on peut se retrouver la tête baignant dans des champs électriques de plusieurs dizaines, voire centaines de volts par mètre, puisque c'est l'unité qu'on va utiliser pour les champs électriques, alors qu'on va préconiser, nous, le géobiologue, de ne pas dépasser les 5. Donc on est sur des facteurs multiplicateurs qui sont très très importants. Imaginez, vous avez votre cerveau qui doit baisser en intensité, en fréquence. Vous savez que l'électroencéphalogramme mesure des fréquences d'activité électrique du cerveau. Et on sait que le cerveau doit baisser en dessous des 10 Hz, 10 périodes par seconde pour baisser. Voilà, il y a une fréquence pour le cerveau. Et qu'à côté, vous allez avoir une source qui va émettre en 50 Hz un champ électrique qui va baigner votre cerveau. Donc il va y avoir des effets d'induction potentiels qui vont forcément perturber vos cycles de sommeil, votre faculté d'endormissement et votre repos simplement. Donc on va être attentif au fait que les dispositifs que vous avez en tête de ligne ne génèrent pas en fait ce type de pollution. Donc on va soit effectivement passer par des systèmes qui vont à interrupteurs qui vont couper le fil de phase et le fil neutre, donc ce qu'on appelle des bipolaires par exemple, pour éviter effectivement que le courant arrive par le fil de phase, par exemple. On va carrément débrancher les lampes de chevet, on va installer des interrupteurs automatiques de champ qui vont couper en fait l'ensemble du circuit local de la chambre une fois qu'on aura éteint la lampe. Donc on va chercher à diminuer effectivement par cette hygiène-là le maximum d'exposition à ces champs-là. Ça peut être aussi, alors le radio-réveil est un gros pollueur en termes de champs électriques, ça génère aussi, alors très très souvent systématiquement,
En général, c'est ce que je fais quand je vois un radio-réveil en tête de lit. Je préconise aux gens, je conseille aux gens soit de le débrancher, alors évidemment, donc ça perd l'intérêt majeur des choses, mais alors c'est moins durable, mais de le mettre sur pile. Alors c'est pas forcément très durable pour la durabilité, voilà, le traitement des déchets, des piles, etc. Mais en tout cas, on sera là sur un champ continu qui n'a pas du tout le même impact en fait que le courant alternatif sur les champs électromagnétiques. Donc on conseillera d'utiliser des piles plutôt que le branchement secteur. C'est vrai que on est passé du réveil mécanique qu'on remontait en quelques années, où maintenant, moi, quand je dis attention Radio Réveil, il y a des ados ou des jeunes qui disent de toute façon, moi je dors avec le portable et sous l'oreiller. Alors, ça pour les hyperfréquences, on a de tout. Alors on pourrait multiplier les anecdotes. Moi, à titre d'exemple, puis je pense qu'Anne a aussi des exemples là-dessus sur les hyperfréquences. Moi, j'ai fait une expertise il y a plus de 6 mois chez une personne qui avait des douleurs fréquemment au niveau dentaire, en fait. À des moments qu'elle avait du mal à identifier. C'était vraiment à des moments très très particuliers. Et il se trouvait que à chaque fois que ces douleurs se déclenchaient, c'était un endroit où les enfants utilisaient des terminaux de jeux vidéo qui communiquaient par Bluetooth en fait avec la station de jeu sous la télé. Et en fait, je me suis rendu compte, pour faire court dans l'histoire, que c'était à chaque fois que les enfants allumaient le terminal et jouaient à la PlayStation ou à la Nintendo, je ne sais plus, que les douleurs se déclenchaient dans la mâchoire de la personne. Et effectivement, on a vérifié, il y avait un amalgame métallique au niveau des dents qui était sur une longueur d'onde qui correspondait pile à la longueur effectivement utilisée par le Bluetooth, et qui avait un effet de résonance. Simplement, la dame, sans le savoir, avait une antenne dans les dents et qui s'activait, alors donc qui, comme tout effet antenne, c'est le principe, qui reçoit une partie de l'énergie et qui la réémet, c'est l'effet antenne, et donc ça réémettait en déclenchant effectivement des douleurs au niveau de la mâchoire. Donc voilà, c'est quelque chose de très concret qu'on a vécu et qui montre l'impact, sans parler de la légende qui n'en est pas forcément complètement une, du monsieur aux États-Unis qui recevait la radio grâce à ses implants dentaires directement. Voilà, mais on a des cas effectivement qui sont tout à fait intéressants. C'est vrai que ce qu'il faut dire, c'est que souvent, moi pour en avoir dans la patientèle ou clientèle, selon qu'on on nomme, on entend des histoires, on me dit mais vous vous moquez de moi, il y a une caméra, mais c'est la pure vérité. C'est des gens, comme on le disait, qui sont en bout de chemin thérapeutique et qui sont usés, souvent qui finissent du côté du psy, parce qu'on leur dit mais il n'y a rien. Et si on n'a pas cette information-là, à un moment de dire il y a une réalité physiologique à ce que vous vivez, ça va demander du temps, de l'expertise, de détailler de terrain, mais il y a une application qui peut être réelle. Alors, on rajoute en fait une dissonance cognitive en plus de tout le reste. C'est ça qui arrive, et c'est presque le pire. C'est la quête de sens dont je parlais tout à l'heure. En l'absence de sens, on a tous besoin de sens de ce qu'on vit, c'est comme ça. Là, l'effondrement peut arriver à tout moment quand le sens est perdu. Ah, ça y est, je peux mettre un nom. Mais ça, c'est ce qui arrive à chaque fois, c'est que d'un malade errant, et il peut mettre un nom sur les symptômes décorrélés. Voilà. Avant qu'on finisse, est-ce que vous, fort de votre expérience en tant qu'expert, et puis en rencontrant du public et des problématiques, quel message vous souhaiteriez passer? Alors là, je recentre un petit peu sur vraiment les ondes électromagnétiques et la 5G. Quel message vous voudriez passer de manière vertueuse au public qui peut vous regarder? Le message fort à tout le monde, c'est le message de principe de précaution. Tant qu'on ne sait pas actuellement, tant que les scientifiques, les chercheurs et les médecins n'apportent pas, qu'on n'a pas de réponse claire sur les effets sanitaires et les liens de causalité, principe de précaution qui s'impose pour tout le monde. Notre habitat est un lieu de vie où on passe beaucoup de temps. Donc je crois que l'habitat est très important dans l'exposition qu'on peut avoir. Une fois, quand vous êtes chez vous, vous avez effectivement l'exposition aux polluants extérieurs. Quand je reste sur les polluants électromagnétiques, donc une antenne relais qui peut être à l'extérieur de chez vous, une ligne haute tension, etc. Mais il faut vraiment pas oublier les polluants qui sont à l'intérieur de chez vous. Et comme le disait Igor, des fois, quand on a 100 volts par mètre en tête de lit, ça peut être parce qu'on a une grande proximité
avec nos lampes de chevet, qui sont effectivement avec des interrupteurs unipolaires. Et comme tu disais, si le courant passe par la phase, ça nous arrose toute la nuit, même si la lampe est éteinte. Donc les lampes de chevet, les radios réveil, les téléphones qui sont branchés en tête de lit. Nous, on a vraiment un rôle pédagogique auprès des enfants et des ados, parce que on a tous des enfants, quand on est parents, on a beau leur dire, ça rentre pas. Par contre, quand un intervenant extérieur, expert, vient, quantifie en plus la problématique, la pollution, je pense que ça marque, parce qu'ils sont quand même sensibles à ça. Donc les téléphones branchés, ça c'est pour la basse fréquence. Tout ce qui est haute fréquence, c'est se protéger. Donc si c'est une agression extérieure, une antenne relais, il existe des matériaux, il existe des peintures qui font protection, qui font écran. À base d'argent, oui. Oui, complètement, à base de matériaux. Il existe des rideaux, il existe des matériaux de construction. Et c'est vraiment des principes de bon sens, je dirais, des principes de bon sens, de bonne pratique. Nous, notre objectif, c'est de faire prendre conscience effectivement ces phénomènes invisibles. Et après, tout le monde est capable aussi de se renseigner et d'avoir du bon sens, quoi. On laisse pas un Wi-Fi allumé toute la nuit alors qu'on s'en sert pas. Donc c'est le couper, le programmer. On peut mettre des prises programmables qui coûtent rien du tout. On peut mettre des interrupteurs télécommandables sur les prises. Chez moi, les enfants dans toutes les chambres, ils ont ça. Ils se couchent, ils éteignent, quoi. L'ordinateur, l'écran est éteint. Le téléphone, bien sûr, mode avion. Ça paraît évident, mode avion où on l'éteint. Quand on dort, on n'a pas besoin, on ne va pas communiquer quand on dort. On le rallume ensuite, mais déjà là, vous épargnez 8 heures d'exposition sur des moments, on n'a pas dit, mais qui sont très importants, qui sont des moments de sommeil, qui sont faits pour que le corps se régénère. C'est à ces moments-là que notre corps va se régénérer parce qu'il est en repos digestif après, une fois que le repas est passé. Mais c'est vraiment sur ces moments-là que le corps a sa fonction de régénération, et c'est à ce moment-là aussi peut-être qu'on est le plus vulnérable, parce que notre système immunitaire est un petit peu en veille, il n'est pas en alerte. Donc voilà, vraiment, quand je dis de bon sens, c'est sur ces périodes de sommeil, il faut qu'on soit pas en zone blanche, mais éviter, en tout cas chasser le maximum de pollution, qu'elle soit basse fréquence ou haute fréquence. Voilà le message que nous on apporte. Nous on est vraiment là pour quantifier ces phénomènes invisibles, pour écouter les gens, pour les rassurer aussi, ces gens, comme on disait tout à l'heure, qui sont un peu, même beaucoup des fois dans la souffrance et dans une forme d'errance médicale et de prise en charge, les rassurer, mesurer, quantifier, cartographier. On ne l'a pas dit, mais nous on fait des plans à l'échelle 20e ou 25e où on va cartographier les réseaux. On a des tableaux qu'on dresse, des tableaux sur les perturbations technologiques avec les intensités que l'on mesure, ce que l'on propose derrière, et surtout, on propose après un accompagnement. On peut laisser un questionnaire aux gens, on les rappelle quelques jours après ou quelques semaines après pour leur demander alors est-ce que ça va mieux ? Pour eux c'est important, mais pour nous c'est très important aussi parce qu'on a un retour d'expérience. Est-ce que ce qu'on a proposé ça marche ou pas ? Éventuellement on revient s'il y a un dysfonctionnement, mais voilà, pour nous c'est vraiment c'est comme ça que notre expertise en tout cas va évoluer et va pouvoir apporter une réponse à ces personnes. J'insiste vraiment sur ce que dit Anne, le principe de précaution c'est fondamental pour nous, c'est vraiment ça qui est la base de tout le reste. Après effectivement il y a vraiment une sobriété, il faut prendre conscience et de sortir de ces mécaniques automatiques de consommation. Effectivement c'est ça, alors sobriété ça ne veut pas dire se priver d'eux, c'est avoir juste une utilisation consciente des outils qu'on fait. Très souvent en fait, en tout cas beaucoup de personnes qui viennent suivre nos formations sont des gens chez lesquels nous sommes intervenus pour faire une expertise géobiologique. Pourquoi ? Parce qu'on a apporté effectivement du sens et que venir faire une formation comme ça, c'est aussi avoir des compléments d'information et comprendre ce qui se passe. Moi, ce que j'engage les gens, au-delà de faire une formation, quelle qu'elle soit, c'est d'essayer de s'approprier le sujet. Une fois que le sujet est approprié, on devient forcément beaucoup plus autonome. On va au renseignement. Alors évidemment, on découvre pas forcément la vérité parce que le sujet est complexe. Justement, tous les acteurs économiques ont tout fait pour désapproprier le citoyen de ces sujets-là. Donc moi, ce que j'engage les gens à faire, c'est de se réapproprier le sujet, d'aller chercher par eux-mêmes, d'être autonomes dans leur façon de penser, d'essayer de se dégager des messages qu'on va leur passer par ailleurs pour leur dire non mais tout va bien, vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. C'est ça. Nous, on veut vraiment sortir les gens de cette torpeur en fait par rapport à l'environnement. Et évidemment, l'environnement électromagnétique, c'est une des premières problématiques sur lesquelles les gens doivent se réveiller. Simplement pour être conscients, voilà. On ne va pas à l'encontre de tout ça, on doit simplement utiliser les choses comme des outils, ne pas en être esclave, en fait, c'est ça, c'est sortir finalement d'un esclavage lié à ce mode de vie-là.
Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup Fabien. D'avoir témoigné de votre expérience et puis voilà, toujours la prévention, la pédagogie au service du mieux-être et de la connaissance. Merci beaucoup. Absolument, merci. Merci.